Bonsoir à tous, je suis Lisa Castelli pour Mars Actu. Merci à tous d'être venus assister à ce débat ce soir, débat autour des municipales sur la thématique la culture, toujours capitale. Voilà, on est accueillis ce soir, comme pour chacun de nos débats depuis presque 2 ans maintenant, voire plus, 2 ans je crois, par le Théâtre de l'Œuvre. Donc je laisse la parole à Elven qui représente le Théâtre de l'Œuvre pour vous dire quelques mots sur ce lieu avec lequel on aime travailler. Bonsoir, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. Je m'appelle Elven Sicard, je travaille ici, je suis en charge d'un projet de médias participatifs de quartier à Belzins. Voilà, je voulais prendre quelques minutes, comme d'habitude, pour vous dire un petit mot sur le Théâtre de l'Œuvre et aussi pour remercier Mars Actu de leurs propositions et des débats qu'ils font chez nous. Débat qui a d'autant plus d'importance ce soir, puisque ce soir on parle de culture. C'est pour vous dire que ça nous intéresse ici. Quelques mots sur le Théâtre de l'Œuvre. On est un lieu de culture populaire et participative. On se veut le plus accessible possible et on essaye d'être à la croisée de toutes les cultures. On travaille beaucoup sur des cultures traditionnelles et des cultures de divers horizons. Divers horizons, ça veut dire qu'on essaye d'être aussi le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on pratique le plus souvent le prix libre pour l'entrée de nos spectacles et l'entrée de nos salles. Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. On a besoin d'argent pour faire fonctionner ce lieu. Ce soir, c'est gratuit, comme prévu, comme d'habitude, mais on vous propose, si le cœur vous en dit, de mettre une petite pièce dans le chapeau ou un billet, si vos moyens vous le permettent, pour soutenir un projet qui a du sens pour Marseille et un projet qui a du sens pour les cultures de Marseille. Voilà, je vous souhaite un bon débat, une bonne soirée, et puis à très vite, j'espère, au Théâtre de l'Œuvre, où on vous accueillera avec grand plaisir. N'hésitez pas dehors à prendre un petit programme sur le passage, on prépare plein de belles choses pour la rentrée. Je vous remercie et je remercie Mars Actu encore une fois. Voilà, donc ce soir, vous l'avez compris, la thématique, c'est la culture, qui est quand même une des compétences importantes de la municipalité. Et donc, puisque notre cycle de débat s'inscrit dans la question des élections municipales, qui sont maintenant dans moins de 3 mois, on a séquencé en fait en plusieurs débats en suivant les compétences. Et donc, ce soir, la culture, pas forcément le sujet dont on entend le plus parler pour le moment, même si les campagnes démarrent à peine. Donc, c'est l'occasion d'explorer un champ encore un peu inconnu et de voir un peu ce que chaque équipe de candidats a prévu, imagine, voit comme priorité sur ce sujet. On aura donc dans une deuxième partie des représentants de plusieurs listes. On n'a pas toutes les listes parce que ça y est, il commence à en avoir quelques-unes, mais des représentants de plusieurs listes. Voilà, et donc dans un premier temps, on fait monter sur scène ce qu'on appelle nous nos 3 grands témoins, c'est-à-dire alors on pourrait dire de la société civile, mais plus des experts citoyens, comme on veut. C'est donc 3 personnes qui ont un point de vue sur les questions culturelles, professionnelles ou associatives. Et donc, je les invite à nous rejoindre pour ce premier temps. Donc, Ilyes Agoug, journaliste. Et donc, ensuite, nous avons, évidemment, j'ai perdu le nom. Alors, José Rose pour l'association des usagers de bibliothèques. Et j'ai votre nom de famille, j'ai perdu votre prénom. Désolée, il y a eu plein de choses. Laurent Le Boris, voilà, qui représente donc Marseille Expo, qui est une association qui fédère plusieurs lieux autour de la création contemporaine. Voilà. Donc, on va démarrer dans un premier temps donc, avec José Rose, qui est au milieu. José Rose qui représente donc l'association des usagers de bibliothèques. C'est vrai que bibliothèque, compétence de la ville, donc c'est un sujet sur lequel on voulait avoir aussi une parole, les équipements municipaux que devra gérer le futur maire de Marseille qui sera élu. Donc, José Rose, vous faites partie de cette association. Alors, petit disclaimer, comme on dit, sachez que Mars Actu est un journal indépendant qui a des actionnaires lecteurs et José Rose fait partie de ces personnes. Donc, nous tâcherons d'avoir des échanges indépendants et impartiaux. Il fait partie donc des 70 lecteurs actionnaires, je vous le dis comme disclaimer. Mais en tout cas, pour ce soir, il est là pour l'association des usagers de bibliothèques. Et donc, cette association qui a 2 ans maintenant, c'est ça ? Voilà, 2 ans. Et donc, qui pose un regard, un constat et fait entendre les demandes des usagers des bibliothèques marseillaises. Je te laisse la parole.
Merci, bonjour, bonsoir. J'ai 3 mots à vous dire. Le premier, c'est plaisir. Parce qu'il y a du plaisir à être dans les bibliothèques. C'est un lieu calme, à distance des ambiances marchandes, protégé. Un lieu où on est seul et en même temps avec d'autres, à côté d'autres. C'est aussi un monde en réduction, les bibliothèques. C'est assez stimulant d'être parmi les humains dans toute leur diversité. Et c'est aussi un lieu de connaissance, un lieu de détente, un lieu de découverte. Enfin, je ne vais pas insister, nous partageons cela, j'imagine. Nous sommes tous des usagers des bibliothèques. Et nous avons tous le plaisir d'aller en bibliothèque. Il y a une citation de Rilke qui dit ça après avoir passé du temps en bibliothèque nationale. Il disait qu'il fait bon vivre parmi les humains qui lisent. Pourquoi ne sont-ils pas toujours ainsi? Alors voilà, la première chose, si l'on défend les bibliothèques, c'est que c'est un lieu extrêmement important. Un lieu où se développent les personnes, où s'émancipent les personnes. Et donc, il y a de bonnes raisons de les défendre. Alors, et à Marseille? Eh bien, j'en viens à mon deuxième mot, c'est retard. Oui, il faut bien reconnaître que quand on compare Marseille avec les grandes villes, grosso modo, quels que soient les indicateurs, on est à la moitié, au tiers de ce qu'on observe ailleurs. Nous avons à Marseille 8 bibliothèques. Il y en avait déjà 8 il y a 25 ans. Il y en a 12 à Nice, 14 à Toulouse, 20 à Lyon, enfin, etc., 58 à Paris. Bon, déjà, première observation. Mais c'est vrai aussi pour le fonds, qui est en deçà de la moyenne nationale, le fonds d'imprimés. C'est vrai aussi pour la proportion d'habitants qui viennent emprunter des livres. On est grosso modo à 6%. La moyenne nationale, c'est 12%. Et ainsi de suite. Je ne vais pas insister sur les indicateurs, mais ils sont tous la manifestation d'un retard évident en matière de lecture publique. Et un retard peut-être aussi sur ce qui a pu être promis par le passé. Ah oui, alors là, il y a une anecdote merveilleuse, c'est qu'on a annoncé en 2002, dans un document officiel, en 2002, l'ouverture pour 2006 de la bibliothèque de Plandaou, qui va probablement s'ouvrir en 2020. Alors, effectivement, il y a aussi le retard des bâtiments, de leur entretien, etc. Alors, ce retard, c'est quoi? Évidemment, on peut dire, c'est l'insouciance, c'est l'indolence, c'est l'incompétence. Je pense que c'est plus que ça, que c'est une orientation politique. La question de la lecture publique n'est pas une priorité pour la ville aujourd'hui, et de longue date. Ça n'est pas une priorité. On peut faire de l'événementiel éventuellement, mais faire du quotidien, offrir à chacun, partout, un outil d'émancipation, ce n'est pas leur souci premier. Et donc, les inégalités sociales, culturelles, territoriales, qui sont extrêmement importantes en matière d'accès aux livres, ce n'est pas une question. Et donc, il va falloir, et c'est notre rôle d'association des usagers, poser cette question aussi directement en termes politiques. Alors, c'est le troisième mot que je veux formuler. Que faire par rapport à cette situation? Alors, bien sûr, il faut d'abord rattraper les retards. L'objectif qu'on donne dans notre association, c'est une bibliothèque par arrondissement. Bon, c'est pas considérable quand on compare aux autres. Si aujourd'hui on est à 8, ça fait une par secteur, mais pas une. Il faut doubler. Il faut le faire quand même. Bon. Retard aussi en matière de personnel, parce que je n'ai pas insisté, mais c'est aussi observable sur le personnel. Donc, recruter, réorganiser la répartition des personnels est certainement important. Renforcer le fonds, bref, rattraper ces retards et se donner un objectif ambitieux, atteindre la moyenne nationale, 12% d'habitants qui empruntent. C'est pas rien, c'est le double. Voilà, donc retard. Mais ensuite, et c'est mon troisième mot, ouverture.
Je pense qu'une bibliothèque, c'est justement un espace ouvert. Et donc, poussons au plus loin cette notion d'ouverture. C'est pourquoi nous proposons dans notre association la gratuité, qui est évidemment un atout pour ouvrir à des populations nouvelles. Nous proposons aussi une évolution des horaires, parce qu'à nouveau, avec 40 heures par semaine, Marseille est en retrait par rapport à d'autres villes. Sur les horaires d'ouverture. Sur les horaires d'ouverture. Donc, il y a des villes déjà qui ouvrent le dimanche après-midi. Hein. Et voilà. Bon, donc voilà, ouverture des lieux, mais aussi ouverture à toutes les populations avec ce qu'elles ont de singulier. Ça veut dire faire évoluer le fond, ça veut dire aussi développer la médiation. Parce que l'accès aux livres ne va pas de soi pour les diverses populations. Donc, ouverture. Et puis enfin, d'autres éléments qui joueraient un rôle important pour le développement des bibliothèques, c'est la manière dont fonctionnent les bibliothèques. Qu'est-ce qu'elles offrent? Dans le milieu des bibliothécaires, on discute depuis quelques années de la notion de troisième lieu qui évoque l'idée que se diversifieraient les activités au-delà de la seule lecture, bien d'autres activités, ce que font déjà beaucoup de bibliothèques. Donc voilà quelques éléments. On gagnerait à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On gagnerait à prendre au sérieux les grandes déclarations internationales sur la question de la lecture publique. Et je pense que là, on a une matière importante pour faire évoluer dans le bon sens. Je terminerai en disant pourquoi c'est si important sur le plan politique. Je le dirais comme ceci. Je pense que les bibliothèques sont un vecteur de démocratie et qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le développer, mais aujourd'hui, les bibliothèques sont un service public, et ça va plus de soi aujourd'hui, les services publics, un service public et une institution républicaine. Voilà ce que j'oserais dire. C'est que dans les bibliothèques, nous faisons au quotidien l'expérience plus ou moins réussie, justement, de l'égalité ou de l'inégalité. Alors, la liberté, c'est fondamental. C'est un espace de liberté. Je veux dire, quand je viens, personne ne me demande mes papiers. Et personne ne regarde ce que je lis. Et en lisant, j'étends mon potentiel de liberté. Donc, et puis enfin, la fraternité. Parce que pour avoir pratiqué au quotidien l'Alcazar, qui est un atout évident pour notre ville, hein, et le réseau, pour avoir fréquenté cela, eh bien, on voit un espace de fraternité avec des transmissions de savoir, avec des échanges, avec toute une série de choses. Donc voilà pourquoi je trouve que ça vaut le coup de se battre pour les bibliothèques. Très bien. Donc je crois que le message est donc passé. Alors, on fait un petit saut de puce pour aller sur un autre domaine de la culture, domaine tellement vaste. Contrairement à ce qui est indiqué, Laurent Le Boris, vous faites aussi partie de l'association Marseille Expo, qui est donc, comme je le disais, un regroupement de structures artistiques autour de l'art contemporain. Et donc vous êtes secrétaire de cette association et vous avez signé, en tout cas l'association a signé il y a quelques semaines une tribune dans la Marseillaise. Exactement. Où vous interpelliez déjà les élus. Donc vous allez nous dire un petit peu sur quoi vous avez des inquiétudes concernant ces questions-là. Alors juste un petit point, Marseille Expo, c'est une fédération qui regroupe plus d'une cinquantaine de structures en art contemporain que vous avez dû croiser certainement, puisque vous allez voir des expositions, puisque vous suivez les ouvertures d'ateliers d'artistes. Donc, vous les connaissez forcément. Je vais faire un petit point sur les ateliers d'artistes. C'est une vraie préoccupation que l'on a aujourd'hui à Marseille Expo et qu'on fait remonter. À Marseille, il y a 13 ateliers d'artistes qui sont dans le panier et puis à la Blancarde. Et c'est assez peu d'ateliers d'artistes. C'est des ateliers d'artistes municipaux. Municipaux. Ouais, je parle là uniquement des ateliers d'artistes qui sont propriété de la ville de Marseille. Or, on a très peu d'ateliers d'artistes. Et en même temps, on a eu Marseille 2013 qui a mis un focus sur la ville. Énormément d'artistes se sont intéressés à la ville, à sa proximité avec Paris. C'est assez court, le cadre y est plus intéressant pour énormément d'artistes. Et ce profil aussi manifesta.
de juin qui arrive. Donc, on a vraiment une sorte de focalisation de tous les artistes qui se disent « pourquoi pas m'installer à Marseille ?» avec une sous-dotation des ateliers. À titre d'exemple, par rapport à ce qui existe dans d'autres villes en France, Marseille, qui est quand même la deuxième ville en densité de population, par rapport à des villes comme, je lis mes notes, Nice ou Tours, où on a 3 fois plus d'ateliers d'artistes. À Paris, c'est une exception, on le sait, il y en a 2000 d'ateliers logement. Donc, comparé à cette offre-là, Marseille est quand même, pour ne pas reprendre le mot, un petit peu en retard. Voilà. Il y a des choses à faire. Les 13 ateliers d'artistes, comme ça tout le monde est bien au courant, les 13 ateliers d'artistes de la ville de Marseille, c'est une attribution pour 23 mois, c'est-à-dire presque 2 ans pour un artiste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bon, évidemment, ce sont des loyers modiques. Évidemment, c'est des personnes qui sont sélectionnées sur dossier. Ils sont sélectionnés sur dossier. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a énormément d'artistes et peu d'ateliers. Les artistes sont évidemment très frustrés de cette situation et réagissent. Donc, ils se groupent, ils développent leurs propres ateliers. Ils trouvent des réponses. C'est pas du tout quelque chose comment on pourrait dire ça, l'agressif. Enfin, je veux dire qu'ils sont pas en contreposition. Ils trouvent des solutions par rapport à la situation actuelle. J'en ai plus pour longtemps. J'essaye de faire un point comme ça. Mais nous, ce qu'on fait à Marseille Expo, c'est de absolument faire remonter cette préoccupation qui est essentiel. Et qui se pose notamment cette année, c'est vrai qu'on a une biennale d'art contemporain, c'est vrai qu'il y a la question de comment les artistes locaux vont pouvoir émerger si eux-mêmes ne sont pas solides déjà sur leurs appuis. C'est un peu ce qui vous inquiète. Et on a ces informations-là parce qu'on regroupe plus de 50 structures qui elles-mêmes sont en contact avec des artistes, qui ont une programmation, qui accueillent des artistes. Enfin, tout ça fait que c'est assez préoccupant. On a donc, comme vous l'avez dit, demandé aux candidats déclarés à la mairie de Marseille de se positionner sur cette préoccupation-là des ateliers municipaux. On a eu une réponse, pour le moment, de Bruno Gilles, qui a fait sa proposition, qui est de, par exemple, utiliser les locaux, les logements des directeurs d'écoles qui sont vacants pour les artistes. On aura peut-être l'occasion d'en demander plus à Marie-Hélène Ferraud qui le représente. Exactement. Et c'est la seule moment qu'on ait eu des élus. On était en contact avec Juliane Normandie, ministre du Logement, oui. Mais ça c'est au niveau du coup national et local, puisqu'il y aurait la création d'une société de reconstruction de Marseille qui pourrait intégrer des ateliers d'artistes qui seraient indexés sur des logements sociaux. D'accord. Qui est aussi une proposition, qui vous semble intéressante à Marseille Expo. Ouais. Et finalement, donc, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'il faut plus d'ateliers. On aimerait qu'il y ait une quarantaine d'ateliers mis en place et une restauration des ateliers existants. Voilà, pour faire vite le tour. Et c'est ce que vous voulez faire entendre dans cette campagne qui démarre, que si les artistes n'ont pas de lieu pour travailler, c'est difficile d'avoir une scène d'art contemporain. D'autant que tous les regards des artistes internationaux, et on les écoute, puisqu'ils viennent là pour Manifesta, et enfin, il y a vraiment un énorme centre d'intérêt qui est là, qui est au mois de juin, et il faut qu'on arrive à leur répondre sur comment ça va se passer dans le futur, et est-ce que la ville est décidée ou pas à se positionner et à faire quelque chose pour ces espaces de travail qui sont fondamentaux pour le travail des artistes. D'accord. Merci. On va donc...
passer à une troisième thématique, encore différente, mais voilà, on a essayé avec 3 acteurs très différents. Évidemment, on ne couvrira pas l'ensemble des questions liées au paysage artistique et culturel marseillais en 3 personnes. Mais donc, Ilyes Agoug, qui est donc journaliste, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps à la Nuit Magazine, et donc spécialiste des questions de vie nocturne à Marseille. Et donc, vie nocturne, c'est pas seulement les bars, c'est aussi les aménagements qui sont faits pour la fête, mais aussi pour les concerts, les petites salles. Et c'est aussi ce paysage-là que tu connais bien, la question des petites salles de concert, du milieu festif qui a du mal à vivre et à s'insérer, à créer un paysage vraiment solide. Oui, absolument, parce qu'on a constaté, nous, avec comme rampe de lancement, évidemment, Marseille 2013, qu'il y a eu une explosion de la demande et de l'offre festive. La fête, c'est pas évidemment, comme tu l'as dit, que des bars et que des sorties. C'est l'expression vivante de la culture, pour nous, en tout cas. Aujourd'hui, à Marseille, on est parti de loin pour m'inscrire dans la continuité. On est un petit peu en retard. Il y avait cet adage qui nous tournait, qui nous restait collé à Marseille, qui était dit par Akhenaton, le rappeur d'Ayam, qui disait Marseille, avant 20h, c'est Barcelone, après 20h, c'est Barcelonnette. Qui nous collait un petit peu à la peau, malheureusement, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, même si c'est plus tout à fait vrai, on part quand même de loin sur ces problématiques-là. On a vu, ceci dit, qu'il y a eu des changements pour le mieux. Nous, l'existence de ce média, d'ailleurs, la Nuit Magazine, elle était liée à l'explosion de la demande et de l'offre festive. Quand je parle de Marseille de Provence 2013, capitale européenne de la culture, on a vu qu'il y a des choses qui se sont inscrites dans la continuité de ça. Je pense à la Friche Belle de Mai qui s'est réinventée complètement. Je pense au Mucem qui fait des nocturnes. Il suffit de voir la queue des nocturnes du Mucem pour se dire qu'il y a évidemment une demande à Marseille. Et le rapport de force s'est même échangé. On a vu traditionnellement à Marseille la scène, ou en tout cas dans la région, la scène de discothèque très classique, etc., se passer à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, c'est même l'inverse. On a vu, il y a la fréquentation, par exemple, du bus, le premier bus le matin, le week-end, pour faire Marseille-Aix-en-Provence. C'est beaucoup des étudiants qui viennent faire la fête à Marseille, etc. Nous, fort de ce constat, parce qu'on s'est rendu compte que ça générait également beaucoup de conflits, notamment dans ce qui crée la singularité de la fête marseillaise et de la vie culturelle marseillaise, c'est ces petits lieux associatifs, ces petits bars qui existaient depuis très longtemps. On peut en citer quelques-uns. Je pense au Molotov qui s'appelait avant le Balthazar, qui existe depuis très très longtemps. Sur le cours Julien, il y en a énormément de ces petits lieux-là. Et qui ont du mal à vivre et qui ont du mal même à coexister avec leur quartier aujourd'hui. Nous, fort de ces constats, on a vu organiser il y a quelques années avec la Nuit Magazine sur 3 jours de débat les états généraux de la nuit, où on avait invité un certain nombre de représentants des salles de concert, des partis politiques, des représentants culturels. On avait fait un premier constat qui pour nous était assez éloquent, c'est que la responsable de la vie nocturne et de la vie festive à Marseille, c'est Madame Posementier, qui est adjointe à la sécurité à Marseille, ce qui veut dire qu'on est directement sur un certain spectre, quoi. Et on le constate qu'on est sur ce spectre-là. Dès qu'il y a le moindre conflit, généralement ce qui se passe, on voit qu'il y a beaucoup de fermetures administratives de lieux à Marseille. Même des lieux qui essaient de respecter les normes, qui ne sont pas toujours évidentes pour des petits lieux, parce qu'elles sont assez rigides et assez coûteuses. Même des lieux comme ça peuvent se retrouver fermés administrativement, avec des procédures qui ont tendance à se ranger plus du côté de l'habitant, plus du côté de tout ça. C'est la question des usages qui cohabitent très mal. Oui, voilà, il y a un problème de cohabitation entre l'expression festive à Marseille, dont on n'a pas l'habitude, puisque traditionnellement à Marseille, on n'est pas une ville de fête, etc. Mais avec l'expression culturelle qui s'est développée à Marseille, on a de plus en plus d'usagers et donc de plus en plus de problèmes. Il n'y a pas eu de réflexion. Nous, pendant ces débats, pendant les états généraux de la nuit, on a eu une phrase qui est revenue, qui était un peu malheureuse, mais qui était revenue assez souvent sur la table, où on nous disait on arrive à faire des choses plus malgré que grâce aux institutions, quoi. Parce que pour eux, c'est souvent un frein. C'est souvent un frein parce qu'il n'y a pas de réflexion sur le long terme sur le potentiel de développement culturel de cette ville grâce à ça, sur le potentiel de développement économique de cette ville grâce à ça. C'est un petit peu organique, quoi, comme chose. Et c'est vrai que par les états généraux que vous aviez menés, il y avait cette recherche de dialogue avec la municipalité. Une municipalité, ça peut faire quoi pour encourager un monde de la nuit plus harmonieux ? On a des exemples qui sont très clairs en France et en Europe. À Paris, c'est compliqué de citer Paris comme
exemple parce que ça reste quand même exceptionnel en France, mais à Paris, il y a un adjoint à la nuit, il y a un adjoint qui est dédié à ça, qui est dédié justement à la cohabitation des usages de l'espace nocturne. Nous, on avait proposé spécifiquement d'avoir un conseil paritaire de la nuit qui puisse se réunir pour ramener toutes ces problématiques-là et arriver à trouver des solutions pour tout le monde plutôt que de rentrer directement dans le conflit, quoi. Enfin, pour finir, nous, à la nuit, on a fait ce travail pendant de nombreuses années d'essayer d'apporter ce discours-là. On s'est retrouvé malheureusement souvent devant un mur institutionnel qui avait du mal à comprendre un petit peu les potentiels, encore une fois, parce que même si ça s'est développé, on voit qu'il y a encore beaucoup de potentiel qui est très très freiné sur la vie festive marseillaise. Et à notre sens, il n'y avait pas possibilité de développement culturel sans un développement festif réfléchi et planifié, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à l'heure actuelle à Marseille. D'accord. Bon, je pense que ces trois pans de la culture sont posés. On a un constat, on parle beaucoup de retard, on parle beaucoup de capitale européenne de la culture. C'est aussi le titre de notre débat. Toujours capitale. Alors, on ne va pas refaire le bilan de 2013. Ça commence à faire 7 ans. Mais forcément, dans tous les esprits, il y a cette question, est-ce qu'il faut un nouveau souffle? Comment on rattrape des retards? Et donc, c'est la question qu'on va poser à nos invités politiques. Donc, merci, messieurs. Et je vais...